OK. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session de lancement de, des deux documents explicatifs de la société civile produits par euh, le Consortium international sur la politique des drogues, IDPC, aussi le réseau ouest-africain de politique en matière de drogue, avec le soutien de l'ONU-SIDA pour compléter la loi type sur les drogues de la Commission ouest-africaine sur les drogues. Donc, oui, nous attendons toujours les participants. Donc, en attendant que les participants rejoignent la session, je voudrais commencer par donner un petit règle de base. Donc, veuillez prendre note de ces règles. Premièrement, nous disposons d'une interprétation. Donc, veuillez donc cliquer sur l'icône d'interprétation. C'est le petit globe en bas de votre écran. Donc, veuillez choisir ensuite votre langue préférée et rester sur ce canal. Aussi, veuillez mettre votre micro en sourdine et éteindre votre vidéo, sauf lorsque vous avez la parole. À ces propos, pour demander la parole, veuillez utiliser la fonction de lever des mains et vous aurez la parole. Cependant, vous pouvez également poser vos questions, commentaires et suggestions dans le chat. Oui. Nous vous rappelons qu'après toutes ces présentations, nous aurons une session questions-réponses. Et on va aborder toutes vos questions et suggestions et commentaires. Donc, oui, au nom de WADPN, IDPC et ONU-SIDA, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Au programme, nous avons 4 intervenants ou bien panélistes que j'aimerais présenter. Présenter. Oui, donc, premièrement, nous avons M. Patrick Brenny, le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique occidentale et centrale. Nous avons aussi l'ancien président du Cap-Vert et aussi commissaire de la Commission ouest-africaine sur les drogues, c'est WAC. C'est son Excellence, Monsieur le Président Pedro M. Pérez. Nous avons aussi Marie Nougier. Et oui, Marie Nougier, elle est avec IDPC. Nous avons aussi le point focal du chapitre ADPN au Mali, M. Cheikh Abou Traoré. Donc, oui, M. Patrick Brenny, il va nous donner le mot de bienvenue de l'ONU-SIDA. Donc, M. Patrick Brenny, je vous laisse la parole. Merci. Merci bien, Samuel, et merci à toutes et chacun d'être là avec nous ce matin. Donc, ça fait un grand plaisir pour moi d'être ici et surtout heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette séminaire, me joignant de mon congé en Europe. Je serai à Amsterdam en ce moment. Et cet événement est très important. Donc, je suis fier d'y être avec vous ce matin. Bon, comme vous savez,
et tout d'abord, nos remerciements à tout et chacun d'être là. Surtout, notre remerciement, bien que ce soit virtuel, à Son Excellence Président Pires d'avoir vouloir participer et faire un message qui me suit. Je suis un peu gêné de présider un président, mais en tout cas, son message est très fort aussi et très clair. Et donc, je vous encourage tous à bien écouter. Il va parler en portugais, mais faites la traduction parce que c'est un message qui est très important. Parce que depuis que la Commission de drogue en Afrique de l'Ouest a lancé une loi type révolutionnaire sur la drogue en 2018, la société civile de la région et au-delà a engagé les partenaires prenants sur la nécessité d'utiliser ce loi type sur les drogues comme un modèle de réforme des lois nationales. La loi type sur les drogues promeut entre autres la disponibilité de services de réduction de risque ainsi que la décriminalisation de la possession de drogue pour l'usage personnel, conformément aux positions bien établies par l'ONU-SIDA et plus généralement par les Nations Unies. En 2019, la Commission de drogue d'Afrique de l'Ouest, le réseau ouest-africain sur les politiques en matière de drogue et le consortium international sur la politique en matière de drogue, nos collègues de IDPC, ont organisé une atelier régional pour les défenseurs de la société civile afin de sensibiliser à la loi type sur les drogues et à la manière dont elle peut être utilisée comme un outil de plaidoyer. À partir de cet engagement et des engagements ultérieurs, il est apparu clairement que les explicatifs de plaidoyer étaient nécessaires pour aider nos amis de la société civile et d'autres partenaires de mieux accompagner la loi type sur les drogues elles-mêmes pour la promotion dans les politiques et les actions nationales. En effet, comme la loi type sur les drogues est, par sa conception, un document très long et très technique, pour ceux qui ont déjà regardé, l'ONU-SIDA, avec l'aide de l'IDPC, a élaboré et a diffusé une ressource plus courte et plus accessible qui résume les points clés de la loi type sur les drogues, et d'où nos amis de IDPC Marie va parler ce matin. Un petit guide a également été élaboré à l'intention des ONG locales pour justement leur permettre et pour vous permettre d'explorer comment utiliser les lois types sur les drogues dans votre travail et dans votre plaidoyer pour les améliorations des lois et des politiques nationales. Nous espérons que ces nouveaux outils soutiendront directement et renforceront le plaidoyer de la société civile en faveur des politiques de la lutte contre les drogues plus axées sur la santé et les droits en Afrique de l'Ouest et en retour, ils renforcent la réponse de VIH-Sida parmi les personnes qui consomment la drogue dans notre région, qui est un phénomène, comme vous savez, qui est accroissante malheureusement dans notre région, et d'où l'importance de ni seulement prendre connaissance, mais de prendre action maintenant, avant que la situation devienne plus grave. Les personnes qui consomment et s'injectent des drogues font partie des groupes les plus exposés au risque de contracter le VIH, comme nous le savons tous, mais elles restent aussi marginalisées et n'ont pas accès aux services sanitaires et sociaux dans la plupart de nos pays de notre région. En 2019, le risque de contracter le VIH était 29 fois plus élevé pour les personnes qui s'injectent des drogues que pour le reste de la population. Les nouvelles infections par le VIH chez les personnes de tout âge dans le monde ont bien diminué de presque un quart entre 2010 et 2019, mais l'incidence mondiale n'a pas changé du tout pour les personnes qui s'injectent des drogues. Donc, d'où encore l'importance, ni seulement de prendre connaissance, mais de prendre action sur ces différents aspects. Il a été démontré que les lois, les politiques et les pratiques répressives en matière de contrôle de drogue sont parmi les plus grands obstacles aux soins de santé dans de nombreux pays, dont notre cher commissionnaire, président Pérez, va en parler dans quelques minutes. Et une approche de la politique en matière de drogue fondée sur les droits peut améliorer justement l'accès aux soins de santé et aussi réduire les inégalités au sens large parmi tous les gens dans la population. Donc, nous encourageons nos partenaires, en particulier les décideurs politiques et la société civile, à faire un très bon usage de ces deux nouveaux outils pour faire avancer la réforme de la politique en matière de drogue et la réduction de risques. Pardon. Et bon, Samuel, avec ces petites paroles, je déclare bien ouvert cette discussion. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne et vive discussion. Et Samuel, je te retourne la parole. À vous. Merci, d'accord, monsieur Patrick Brenny, pour
pour ce message clé et d'avoir aussi souligné que l'ancien président, M. Pires, malheureusement, son Excellence a eu notre engagement tout aussi important et ne peut donc pas nous rejoindre, mais il nous a envoyé une vidéo préenregistrée de son message que nous allons visionner ou regarder maintenant. Il nous présente la loi type sur les drogues et le travail de la commission ouest-africaine sur les drogues. Como sabem, eu sou membro da Comissão da África Ocidental sobre a droga. No quadro da sua atividade, ou seja, da atividade dessa comissão, tive a oportunidade de visitar vários países, discutir com os seus principais responsáveis a problemática do tráfico de droga e a problemática do consumidor de droga. Está claro que o narcotráfico deve ser combatido com firmeza, porque o narcotráfico traz vários riscos, sobretudo para o Estado de Direito. O narcotráfico é ilegal, mas procura corromper a sociedade, procura corromper as instituições do Estado de Direito, procura infiltrar as instituições do Estado de Direito. Portanto, se tiverem sucesso nisso, seria o fim do Estado de Direito. Era o Estado de Direito se submeter a interesses obscuros. Portanto, defendo a ideia de que se deve combater com firmeza o narcotráfico e aqueles que cometem esse crime. O crime da comercialização e da busca de lucros, uma atividade ilegal que põe em causa a saúde, no geral, da sociedade. Concordo que a lei seja repressiva nesse aspecto. Há uma outra vertente. Quando iniciamos as nossas funções, a princípio, muita gente pensava que os países africanos eram tão somente países de trânsito. Verificou-se, na altura, que afinal há consumidores de droga nos países africanos da África Ocidental com uma situação extremamente difícil, diria grave, porque o consumidor é visto como um criminoso. É caracterizado como um criminoso. Ora, o consumidor é o contrário, é vítima de crimes cometidos por outros. Não faz sentido que a vítima seja incriminada. É por aí que começa a lei, a proposta de lei feita pela Comissão Oeste-Africana sobre a Droga, pensar num projeto de lei que pudesse resolver as contradições e os problemas das legislações atuais. E que devia terminar na descriminalização do consumo de droga, a despenalização do consumo de droga e do consumidor, que é visto como criminoso, que é perseguido pela polícia, que é estigmatizado pela sociedade, vivendo situações muito precárias.
Ora, o projeto de lei traz sugestões e propostas para resolver essa questão, analisando vários dos aspectos, seja o consumo, seja a situação dos consumidores, seja a situação daqueles que se relacionam com eles, situação dos médicos e de outros profissionais de saúde. Ora, o consumo da droga não é um crime, não deve ser visto como um crime, da mesma forma que o consumo do álcool também é uma droga, não é visto como um crime. O consumo do cigarro também é uma droga, não é visto como um crime. Portanto, é necessário rever a visão e a nossa atitude em relação ao consumidor de drogas. A cocaína e outras drogas mais leves. A proposta, eu voltando ao que eu disse, entendo que se deve despenalizar o consumo da droga, despenalizar o consumidor, que não é criminoso, mas é uma vítima. Por outro lado, a lei repressiva e moralista que nós temos, digo moralista porque está baseada em valores morais, em valores religiosos. Não tem em conta a realidade. Portanto, tirar-lhe esse caráter moralista e adaptar a lei à situação concreta, à situação das pessoas que sofrem, à situação das pessoas que precisam de acompanhamento e à situação das pessoas que precisam ser tratadas. Além do mais, deve-se oferecer ao consumidor uma nova oportunidade de vida. Temos visto isso em Cabo Verde, tantos jovens que eram consumidores e hoje são pessoas participantes, participam na vida cívica, na vida da sociedade, são pessoas responsáveis e são pessoas que trabalham no sentido do combate e da prevenção do uso da droga. Penso que devemos ir na direção da prevenção, da educação, da persuasão, em vez de ir na direção da criminalização. Mas, pior ainda, eu não tenho conhecimento que alguém em Cabo Verde tenha sido condenado por consumir droga. A pessoa bom, posta de lado, a pessoa é estigmatizada, a pessoa é humilhada. Isso sim. Agora, crime, ninguém foi julgado por consumir a droga em Cabo Verde. Portanto, é uma lei inútil. Essa lei inútil, como é que é? É uma hipocrisia. Não querer ver a realidade de frente por razões outras. É uma falsa moral. É preferível que encaremos isso de frente e que se proponha a melhor solução. A melhor solução é despenalizar o consumo da droga, tratar de forma diferente os pequenos vendedores, mas, por fim, as autoridades, a polícia e outras autoridades, ver essa coisa com um pouco de humanismo e ver que é uma situação de doença em vez de uma situação de crime. Creio que a mudança proposta pela lei ou pelo projeto de lei ou pelo modelo de lei apresentado pela Comissão Oeste-Africana sobre a Droga vai nesse sentido. Entendo que é uma proposta bem intencionada,
e que é uma proposta que tem em conta a realidade. Por vezes, nos nossos países da África Ocidental, não sei esse debate vai ter lugar, certamente ultrapassa a África Ocidental. Mas na África Ocidental, por vezes, não é que os líderes estejam contra, eles têm medo de perder as eleições se mexerem nos hábitos e costumes das pessoas. Ora, o progresso significa reformas. Vamos ter que encarar com seriedade as reformas da sociedade, mesmo que a gente tenha que perder as eleições. Foi o que aconteceu em Cabo Verde. Fizemos a reforma da sociedade, que as pessoas veem de forma. Mas foram as reformas que certas pessoas se sentiram lesadas porque os seus interesses pessoais, os seus interesses simbólicos foram postos em causa. Mas temos de ter a coragem de elaborar e pôr em prática políticas de reforma das nossas sociedades. E a África, particularmente a África Ocidental, é fundamental. Se nós queremos avançar no sentido do progresso e vencer as dificuldades atuais, teremos que reformar, transformar as nossas sociedades no sentido de adequar aos nossos valores atuais, mas sobretudo ao sentido de adequar e de estimular o seu acesso às novas tecnologias, ao conhecimento, para que possamos ultrapassar as limitações atuais. Meus caros amigos, são essas as ideias que eu queria avançar sobre a proposta de lei apresentada em 2018, creio eu, pela Comissão Oeste-Africana sobre a Droga, que apresentou essa proposta em Dakar em 2019. Portanto, espero que a minha contribuição tenha alguma utilidade. Muito bom dia e muito obrigado. Ok. Sur cette note, je tiens à remercier Monsieur l'ancien président Pedro Pires de nous avoir donné un aperçu du travail de la commission et aussi de l'histoire derrière l'élaboration de la loi type sur les drogues pour l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, je vais passer à la présentation des deux documents explicatifs sur comment utiliser la loi type sur les drogues pour Oui, donc Marie Nougier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Marie, c'est clair. Ok. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Merci Samuel pour la présentation. Donc, je m'appelle Marie Nougier, je suis chargée de recherche et de communication au Consortium international sur les politiques des drogues, donc IDPC. Et je suis ravie de participer à cet événement aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les deux documents explicatifs qu'on a produits de l'IDPC, mais aussi en partenariat donc, avec le réseau ouest-africain sur les politiques des drogues et les financements et le soutien de NUSIDA, donc sur la loi type sur les drogues. Donc, comme ça a été déjà mentionné par mes autres collègues et par le président Pires, la loi type sur les drogues est vraiment un document extrêmement important et on espère qu'il permettra vraiment d'enrichir les débats et les activités de plaidoyer de la société civile vis-à-vis des réformes des politiques des drogues dans la région, mais aussi au-delà. Et donc, pour aider à diffuser ce document et à faciliter son utilisation dans la région, on a décidé de rédiger deux documents explicatifs. Le premier document explicatif résume les éléments clés inclus dans la loi type sur les drogues. Comme l'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, c'est un document qui est extrêmement long, qui est complexe. Donc, du coup, l'objectif du premier document explicatif sera vraiment d'avoir un petit résumé, une vue d'ensemble de ce qu'on peut attendre de la loi type. Le deuxième explicatif
explique comment la loi type peut être utilisée dans les diverses activités de plaidoyer pour réformer les politiques des drogues dans la région. Donc, en premier lieu, le premier explicatif. Donc, je vous donne le lien ici, je l'ai aussi mis dans le chat. Donc, l'importance de la loi type repose sur le fait qu'elle propose des recommandations qui sont ancrées dans les principes de protection de la santé et des droits humains. Et c'est particulièrement important, donc comme Patrick et président Pielès l'ont dit avant moi, parce que les politiques des drogues dans la région sont principalement fondées sur une approche punitive et répressive. Et donc, c'est une approche qui est souvent en conflit avec les priorités santé et droits humains. Donc, le premier explicatif offre une vue d'ensemble des dispositions législatives clés qui sont recommandées dans la loi type sur les drogues, et elles sont organisées de manière thématique pour que ce soit un peu plus facile à naviguer. Donc, le premier thème qui est exploré dans cet explicatif, c'est celui de la décriminalisation de certaines activités, telles que l'usage de drogue, la possession de drogue pour usage personnel et l'offre de services de réduction des risques, entre autres. Et la loi type recommande aussi des alternatives aux sanctions pour les délits mineurs liés aux drogues. Le second thème qui est abordé dans l'explicatif est relatif aux obligations en matière de droits humains, et notamment en ce qui concerne les pratiques policières et de justice pénale. Donc, on souligne en particulier les obligations de droits humains lors de l'arrestation, de la perquisition et de la saisie d'une drogue, lors du procès et de la condamnation des personnes. En troisième lieu, l'explicatif résume les recommandations de la loi type vis-à-vis de l'usage médical et scientifique des drogues, en particulier vis-à-vis de l'accès à la réduction des risques, de l'accès aux médicaments contrôlés, de l'accès au traitement de la dépendance à la drogue de manière volontaire et sur l'adoption vraiment d'une approche fondée sur la santé plutôt que sur un système punitif et coercitif. Le quatrième thème de l'explicatif se centre sur les dispositions relatives à l'usage non médical de drogue, l'usage dit illicite, notamment sur comment s'éloigner d'une approche punitive vis-à-vis de l'usage de drogue et les mesures pratiques qui doivent être mises en place pour décriminer l'usage et la possession de drogue pour usage personnel. L'explicatif se tourne ensuite vers les considérations socio-économiques, parce qu'on sait tous que malheureusement, la pauvreté et la marginalisation sociale jouent un rôle très important dans les poursuites et les condamnations des personnes pour délits de drogue, en particulier puisque les interventions policières généralement se centrent sur les personnes les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc, dans cette question, on se centre en particulier sur les recommandations de la loi type, sur la mise en place de sanctions alternatives, mais aussi de moyens de subsistance alternatifs pour les agriculteurs qui cultivent des substances illégales, comme par exemple le cannabis et autres. Enfin, l'explicatif résume les dispositions de la loi type sur les mécanismes de bonne gouvernance et de meilleure coordination. Donc, en particulier, les recommandations qui sont relatives à la mise en place ou à la formation de groupes de travail sur certaines thématiques clés au niveau gouvernemental, donc par exemple sur la réduction des risques, sur l'accès aux médicaments essentiels, sur la décriminalisation, etc. Elle se centre sur les mécanismes de coordination interministérielle pour qu'il y ait plus de cohérence dans la politique drogue de manière générale dans un pays et sur des mécanismes d'inclusion de la société civile. Donc ça, c'est pour le premier explicatif. Le deuxième explicatif, donc je vous redonne le lien ici. Donc, l'objectif de ce deuxième explicatif, c'est vraiment de donner un guide pratique pour la société civile sur la manière dont la loi type sur les drogues peut être utilisée pour faire avancer les réformes en matière de politique des drogues dans la région. Donc, cet explicatif, il a été élaboré sur la base de contributions et des expériences de collecte de la société civile en Afrique de l'Ouest, parce que beaucoup d'entre eux ont déjà utilisé la loi type dans leurs activités de plaidoyer, au niveau national et au niveau régional. Et on voulait vraiment refléter cette expérience pour que l'explicatif soit le plus utile possible, avec des cas pratiques. Donc évidemment, les problèmes liés aux politiques des drogues auxquels sont confrontées les ONG varient énormément à travers la région. Le contexte politique sera évidemment aussi différent d'un pays à l'autre, et donc les stratégies de plaidoyer inévitablement vont différer d'un pays à l'autre, et même d'une organisation de la société civile à l'autre au sein d'un même pays. Mais ce qui est important de voir ici, et ce qu'on voulait vraiment refléter dans cet explicatif, c'est que la loi type peut être utilisée de diverses manières dans le plaidoyer de ces ONG.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la loi type peut aussi être utilisée en parallèle avec d'autres documents clés de plaidoyer. Donc, on vous encourage à le faire quand c'est évidemment pertinent de le faire. Donc, comme vous le voyez sur la page qui est ici, l'encadré 1 vous donne une liste de ces documents clés qui peuvent être utilisés conjointement avec la loi type. Et donc, c'est des documents au niveau régional et au niveau international. Donc, par exemple, au niveau régional, le plan d'action de l'Union africaine, au niveau international, le document UNGAS ou la position commune sur les drogues. Donc, on vous encourage à regarder ces documents et voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser dans vos activités de plaidoyer. Donc, après, on a identifié 4 manières d'utiliser la loi type comme instrument de plaidoyer. Évidemment, il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est vraiment une vue d'ensemble de manière générale. Donc, la première façon d'utiliser la loi type, c'est pour faire avancer la réforme des lois sur les drogues dans votre pays ou dans la région. Et donc là, par exemple, les ONG peuvent utiliser la loi type pour examiner leur législation nationale sur les drogues et déterminer en quoi elle est différente avec la loi type et donc quelles réformes sont nécessaires. Vous pouvez aussi utiliser la loi type comme modèle si, par exemple, votre pays est dans un processus d'élaboration d'une nouvelle loi sur les drogues. Ça peut être un modèle qui peut être adapté au niveau national, donc voilà, comme document clé. Et vous pouvez aussi utiliser des dispositions spécifiques au sein de la loi type pour promouvoir des réformes législatives plus ponctuelles. Donc, par exemple, si vous voyez que c'est impossible de revoir entièrement la loi sur les drogues dans votre pays, regardez certains points spécifiques. Ça peut être plus acceptable, en tout cas pour votre gouvernement, et plus facile à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est des stratégies qui ont déjà été utilisées dans certains pays, comme par exemple le Ghana et la Sierra Leone. Et donc, on a des études de cas dans l'explicatif que je vous encourage à lire. En second lieu, la loi type peut être utilisée comme un point de référence fiable pour élaborer vos arguments clés de plaidoyer pour promouvoir, par exemple, un meilleur accès aux médicaments antidouleurs, ou pour promouvoir un meilleur accès aux services de réduction des risques et de traitement de la dépendance à la drogue dans votre région. Troisièmement, la loi type peut être utilisée pour promouvoir la protection des droits humains dans le système de justice pénale. Donc là encore, par exemple, les recommandations de la loi type peuvent aider les ONG à défendre les droits des personnes qui sont prises dans le système de justice pénale, en particulier les personnes pauvres ou en situation de vulnérabilité qui n'ont pas forcément accès à un avocat. Et la loi type peut aussi être utilisée pour faire pression auprès des gouvernements en faveur d'efforts de décarcération. Et donc ça a été fait par exemple au Nigeria, en particulier pendant la période de Covid. Donc voilà, c'est certains exemples à travers lesquels vous pouvez utiliser la loi type. Et un autre exemple, c'est l'utilisation de la loi type comme une référence pour créer des documents politiques qui complètent la loi sur les drogues. Donc, par exemple, une décision de cour constitutionnelle ou de cour suprême, ou alors la mise en place de normes minimales pour le traitement de la dépendance à la drogue ou pour la réduction des risques, etc. Donc, c'est toute une panoplie de façons à travers lesquelles vous pouvez utiliser la loi type pour protéger les droits humains dans le système de justice pénale et autres. Et enfin, la loi type peut être utilisée pour soutenir les efforts des organisations de la société civile, par exemple pour l'organisation de sessions de formation sur la protection des droits de l'homme dans la région relative aux politiques des drogues, pour créer des alliances et pour collaborer sur des actions de plaidoyer communes pour réformer les politiques des drogues. Donc, c'est vraiment le point de référence. Et donc, ce second explicatif inclut aussi des informations sur des moments et des opportunités de plaidoyer dans la région. Donc, par exemple, comment utiliser la loi type dans vos discussions avec les responsables politiques au niveau national, au niveau régional, en particulier auprès de l'Union africaine ou de la CEDEAO, mais aussi comment vous pouvez utiliser les événements internationaux au niveau de l'ONU pour pouvoir enrichir les activités de plaidoyer au niveau régional et national. Et aussi comment vous pouvez collaborer avec certaines organisations, certaines initiatives de la société civile pour enrichir, encore une fois, vos activités de plaidoyer au niveau national. Donc voilà, j'espère que ces 2 documents seront utiles. Je voudrais juste remercier l'auteur des 2 explicatifs, Dania Poutry, qui a fait un excellent travail dans leur élaboration, et remercier encore une fois le réseau ouest africain sur les politiques des drogues et l'ONU-SIDA pour leur coopération et leur soutien.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et évidemment, je resterai jusqu'à la fin de la session si vous avez des questions spécifiques sur les explicatifs. Merci beaucoup. Et Samuel, je te rends la parole. OK, merci Marie Nogier pour cette explication succincte et brève de documents, explicatifs et de la manière différente de les utiliser. Oui, maintenant on va passer à une étude de cas. Comment l'un des chapitres de WADPN a utilisé la loi type sur les drogues dans son activité de plaidoyer. Je vous invite, Monsieur Cheikh Abou Traoré, le point focal du chapitre WADPN au Mali. Mais avant de commencer, je voudrais dire qu'après le lancement de la loi type sur les drogues, un projet pilote de vulgarisation a été mené par WADPN dans 4 chapitres nationaux, à savoir le Ghana, le Burkina Faso, le Nigeria, le Libéria et Mali. Donc, Monsieur Cheikh Abou Traoré, vous avez la parole pour faire votre présentation. Merci. Merci et bonjour à tout le monde. Je me nomme Cheikh Aboulaye Traoré. Je suis le point focal pour le Mali de WADPN, et aussi secrétaire exécutif de OPDM, osons parler de drogue au Mali. Donc, au Mali, nous nous sommes servis de la loi type sur la drogue pour des activités de plaidoyer. Donc, je m'en vais vous expliquer, pour raconter ce qu'on a fait au Mali avec certains partenaires. Merci. Diapo. Donc, le titre, c'est Activité de promotion de la loi type de la CEDEAO sur les drogues au Mali. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Donc, voilà. Donc, le contexte, comme vous le savez, hein, donc, le Mali est cité parmi les principaux pays de transit de la cocaïne en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est l'une des raisons même de la grave crise politique que connaît le pays, le Mali, depuis 2012. Et puis, donc, nous avons ratifié beaucoup de dispositifs législatifs par rapport aux drogues, mais malheureusement, c'est vétus au Mali. Donc, et puis, les législateurs, ils doivent nous aider à cela, ont moins de connaissances par rapport à ces politiques. Donc, tous les aspects liés à la drogue au Mali sont fortement réprimandés. Et c'est la loi 0178 du 18 juillet 2001. C'est dans ces textes-là qu'on parle de la lutte contre les drogues et tout est réprimandé au Mali. Diapo. Diapo. Donc, l'objectif de notre intervention, c'était de contribuer à l'émergence au Mali d'un dispositif légal favorable. C'est vrai qu'il y a des associations, des ONG qui avaient déjà commencé ce travail. Par exemple, je cite Arcade Santé Plus, qui est une association de prise en charge globale qui est tiers du Fonds mondial. Il y a aussi OPDM, il y a Kenelugu Solidarité, dont je suis le directeur exécutif. Il y a aussi Orfet. Donc, il y avait des activités de plaidoyer qui avaient commencé, surtout auprès des législateurs et auprès de certains ministères clés. Donc, nous, on s'est dit, on s'approprie de cette loi type pour renforcer les dispositifs légaux afin de favoriser la prise en compte des aspects liés à la santé publique et aux droits dans la problématique liée à la drogue sur la base de la loi type. Diapo.
Maintenant, les objectifs, c'était d'identifier les gaps et les évolutions de la loi type. On a fait une étude comparative entre la loi malienne, la loi 01/78, et aussi la loi type par rapport à la drogue en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était pour disposer d'un support de plaidoyer en faveur de la revue de la loi qui a commencé et qui se porte pas mal. Aussi, influencer les décideurs pour une amélioration de la législation malienne par rapport à la drogue à la lumière de la loi type et faire une référence à la loi type pour améliorer ce que nous faisons ici au Mali. Donc, nos stratégies d'intervention, c'était, comme je l'ai dit tantôt, réaliser une étude comparée de la loi, de la législation malienne sur les drogues avec la loi type. Donc, on a fait appel à un juriste qui a comparé, comme je l'ai dit, la loi type et aussi la loi malienne, la loi 01/78, portant contrôle des drogues et ses précurseurs. Donc, il a identifié les différences entre les textes de manière explicite. Donc, aussi, il a identifié aussi l'évolution proposée par la loi type par rapport à la loi malienne. Donc, en fait, donc, après tout cela, il a fait un rapport, il a rédigé un rapport final qui fait office aussi d'outils de plaidoyer, de communication par rapport aux bonnes dispositions à prendre par rapport à la drogue au Mali. Ensuite, comme activité, nous avons construit un support documentaire sur les évolutions proposées de la loi type. Donc, ce support-là vient de l'étude réalisée par le juriste. Donc, c'était pour concevoir et disposer d'un support de plaidoyer, d'une revue de la loi malienne à la lumière de la loi type. Donc, ensuite, on en a fait une brochure qu'on a imprimée en dessins exemplaires qui ont été diffusés auprès des ministères clés comme les ministères de la Santé, les ministères de la Justice, de la Sécurité, et donc, et aussi à certains membres de l'Assemblée nationale. Diapo. Donc, l'activité principale qui a vraiment reçu l'approbation des participants, c'était l'organisation d'une conférence de haut niveau sur la loi type. Donc, c'était pour influencer les décideurs, hein, comme toujours, pour une meilleure législation malienne sur la drogue. Donc, et cette conférence a été placée sous la présidence du ministère de la Sécurité et aussi l'OCS, qui est l'organe de répression de la drogue. Et donc, la conférence a regroupé une trentaine de personnes. Donc, il y avait les membres des ministères, de l'Office central des stupéfiants, aussi les ministères de la Santé et d'autres ONG de la société civile qui ont participé à cette conférence de haut niveau. Donc, on a fait appel à une personne de ressources, le professeur Bissam, qui est venu de Saint-Louis, le professeur Bissam de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, on a fait appel à lui pour qu'il parle un peu de cette loi, approfondir la compréhension des uns et des autres par rapport à la loi et aussi discuter aussi des améliorations à faire par rapport à ce que nous voudrons au Mali. Donc, bon, on a fait appel aussi aux organes de presse. Donc, le juriste qui a conduit l'étude, comparé des lois, a fait un exposé. Et donc, comme je l'ai dit, les travaux de la conférence ont été modérés par le professeur Bissam. C'est une photo à la fin de la conférence de haut niveau. Maintenant, par rapport à toutes ces activités, on a remarqué l'implication des partenaires du projet. Si je dis les partenaires, c'est les populations bénéficiaires, c'est-à-dire les usagers de drogue, aussi les ONG partenaires, ensuite les différents ministères, et aussi les leaders religieux. Parce que comme on a dit lors d'une autre réunion au Zoom, on a eu à faire des activités auprès des religieux au Mali. Ça, c'était dans le cadre d'un projet financé par OSIWA.
Donc, on a aussi comme partenaire maintenant, partenaire privilégié, ces religieux-là qui ont vraiment un poids considérable au Mali par rapport à tout ce qui s'est fait. Aussi, après la conférence, on a eu l'adhésion des nouveaux membres du CNT. Le CNT fait office d'Assemblée nationale avec le coup d'État, le Conseil national de transition. Donc, il y a eu une implication, une forte implication des membres importants du CNT. Aussi, l'attitude aussi de plus en plus favorable des ministères clés dans la revue des textes. Donc, on a communiqué, on a sensibilisé. Les ministères commencent à comprendre de mieux en mieux la nécessité de la revue des textes par rapport au droit commun. Chapeau. Maintenant, malgré tout, il y a beaucoup de défis. Hein. D'abord, on a été confronté à la crise sanitaire liée à la COVID-19 parce qu'on devait normalement mettre en place, finir ce projet en 2020. Mais malheureusement, avec les restrictions sanitaires et autres, donc ça a été prolongé. Aussi, comme vous le savez, les troubles politiques, sociopolitiques au Mali, parce qu'on devait beaucoup travailler avec les parlementaires, donc il y a eu le coup d'État, bon, l'Assemblée a été dissoute, donc nous avons quelques difficultés pour réaliser à temps le projet. On a demandé une prolongation de la date du projet qui a été acceptée par WADPN, qu'on remercie des passages. Aussi, maintenant, le défi, c'est le maintien du degré d'ouverture d'esprit, parce qu'il faut aussi continuer à mener des actions, des activités pour la libération de la parole. Je ne dis pas que la parole n'est pas libérée au Mali par rapport à droit, parce qu'il y a plein d'ONG maintenant qui s'en occupent, qui parlent de ça, mais il faut que la dynamique continue. Et comment la dynamique va continuer? Il faut que la mobilisation soit maintenue par rapport à ces phénomènes. Maintenant, comme leçon apprise, hein, on s'est dit, sans d'alliés, on ne peut pas mener ce genre d'activité. Il faut bien choisir ses alliés pour mener ces actions parce que c'est très sensible. Aussi, une personne ressource au niveau des groupes cibles. Par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions une députée qui est malheureusement décédée, qui nous a beaucoup aidé par rapport aux actions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais avec l'appui d'Arcade Santé Plus et aussi de l'OCS, on a eu des cibles, des alliés au niveau de l'Assemblée, au niveau des ministères, pour mener à bien les activités. Donc, ensuite, l'implication des médias était un facteur déterminant. Comme je l'ai toujours dit lors des conférences, les médias peuvent être un couteau à double tranchant. Donc, moi, je crois qu'il est très important d'associer les médias, de les former, de les faire comprendre ce qu'on veut pour aller en avant par rapport à la mise en œuvre des activités. Aussi, hein, la cible principale, c'est les consommateurs de drogue. Donc, ceux-là qu'on a rencontrés, ils ont vraiment pris une part très, très importante dans la réalisation des activités. Ils sont aussi des relais parce que au Mali, au début de la mise en œuvre des activités, il y a plein de gens qui ne savaient pas, il y a plein de consommateurs de drogue qui ne connaissaient même pas leurs droits. Donc, on avait, entre guillemets, ancré dans leur tête que quand tu consommes, il faut que tu ailles après en prison. Bon, voilà. Maintenant, les gens commencent à connaître un peu ce qui est leur droit, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Aussi, bon, le contexte politique, comme je l'ai dit, hein, ça a beaucoup ralenti la mise en œuvre des activités du projet. Maintenant, on a un plan de suivi. Hein. Donc, nous comptons à initier périodiquement, après les projets, des rencontres d'échange, même si ce n'est pas... Parce qu'on parle tout le temps maintenant des populations clés. Nous qui sommes des acteurs de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH, des populations clés, nous en parlons chaque fois. Donc, on continue à les faire, on va continuer à les faire. Aussi, il faut une amplification des activités de sensibilisation sur les méfaits de la politique punitive des drogues. On a eu beaucoup de sessions avec l'OCS qui étaient dans un processus d'élaboration des manuels éducatifs par rapport à la sensibilisation au niveau scolaire. Mais maintenant, on ne sait pas à quel niveau on en est. Chapeau.
Maintenant, le Mali détient des argumentaires. Hein, j'ai dit grâce à ces projets, mais ces projets est venu renforcer cet aspect. Parce que déjà, comme je l'ai dit, il y avait d'autres ONG qui avaient commencé le travail, mais ces projets ont renforcé davantage ce que le Mali voudrait. Donc, nous en sommes très fiers aujourd'hui. Et vraiment, c'est grâce à WADPN que nous sommes parvenus à ces résultats. Chapeau, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Abou Traoré, pour cette présentation de la manière dont vous avez utilisé la version originale, oui, et la version originale de la loi type sur la drogue pour l'Afrique de l'Ouest, les défis et les opportunités qui existent encore pour le plaidoyer. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes à la session questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez la parole, veuillez utiliser la fonction de lever des mains et vous aurez la parole. Cependant, si vous pouvez également poser vos questions, commentaires et suggestions dans le chat. Donc, la parole reste à qui levée. S'il vous plaît. Nous sommes à la session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, vous pouvez. OK. Madame Christine Kafando. Oui, bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tout le monde. Et je vous remercie beaucoup pour avoir, en tout cas, WADPN d'organiser cette session. Et je me suis contente de pouvoir vous rejoindre parce que je n'étais pas disponible, même là, je ne suis toujours pas disponible, mais j'ai dégagé un moment pour pouvoir y participer. C'est pour ça que je suis rentrée en retard. Et je suis tombée sur la présentation de Marie. Voilà que, enfin, j'ai écouté vers la fin le président Pires, mais bon, je n'ai pas pu avoir la traduction. Et je suppose que c'est dans le même ordre d'idée que nous faisons cette session-là. Et je voudrais remercier beaucoup Marie par rapport au travail qu'elle a eu à faire à travers IDPC pour nous permettre de façon déconcentrée d'utiliser ces documents. Parce que c'est vrai que la loi type, depuis le lancement, c'est des documents, je dirais, pas assez d'orientation, pas assez de, je dirais, il n'y a pas de lexique en fait, il n'y a pas une manière qui indique comment utiliser ce document pour en faire un plaidoyer. Voilà, donc du coup, depuis le lancement, nous avons fait le plaidoyer dans les pays avec ce document que nous laissons souvent, en tout cas auprès des services dans lesquels nous passons pour faire le plaidoyer. Mais je pense qu'avec cette session, il y a une autre approche qu'elle nous a présentée qui va nous permettre peut-être de nous organiser pour pouvoir mieux utiliser ce document de plaidoyer qui est très important pour nous. Donc, au passage, je dirais merci à Marie et merci à WADPN. Et la question qui me vient aussi en tête, c'est tous les partenaires ici présents. Nous savons que les activités de plaidoyer au niveau des pays doivent rester un plaidoyer, je ne dirais pas continu parce qu'on ne peut pas faire continuellement le plaidoyer, mais il faut du temps pour faire un plaidoyer, pouvoir le suivre et avoir un impact sur les résultats qu'on pourrait avoir, notamment l'implication et les engagements que nos autorités prennent pour accompagner en tout cas ce que nous faisons. Et donc, moi, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont là, qui peuvent soutenir le WADPN, pour qu'ils puissent vraiment soutenir les pays, les représentants des pays, à mieux faire le plaidoyer.
Voilà, parce qu'on est très engagé. Souvent, on a l'engouement, on a l'adhésion des autorités. Ils sont tous informés, ils sont prêts à nous accompagner. Et en ce moment, les activités sont souvent au ralenti. Et souvent, certaines associations sont engagées, sont motivées et qu'on présente, mais le manque de ressources, de financement fait que, bon, on ferme la porte en attendant d'entendre qu'il y a des financements ailleurs. Donc, vraiment, ça pèse beaucoup sur le travail de notre engagement sur la loi, sur les questions de drogue. Donc, je ne sais pas si vous comprenez mon orientation, mais bon, c'est vraiment pour que ça soit des activités continues, accompagnées, organisées avec l'implication de tous les acteurs. Parce que jusque-là, on fait des conférences. On a, grâce à WADPN, quelquefois des ressources pour mener les activités sur le terrain, mais ça s'arrête là. Et je me demande si au niveau du Fonds mondial, où je sais qu'il y a la Global Commission on Drug, qu'est-ce qu'on va faire pour que les questions de lutte contre les drogues dans nos pays soient de façon continue, comme le Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Voilà, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, merci beaucoup Samuel, je te la repasse. Merci beaucoup, Madame Christine. À ces points, je veux dire ou bien préciser que je voudrais souligner que Madame Christine Kafando, elle est une des commissaires de Commission ouest-africaine sur les drogues et aussi elle est membre du conseil d'administration de WADPN et point focal pour le chapitre WADPN au Burkina Faso. Merci. Monsieur Idrissa, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, monsieur Idrissa. Je voudrais d'abord féliciter les différents présentateurs de cette présentation pour cette séminaire, notamment parce que j'ai pris le train en marche. J'ai pris le train en mars. Donc, je n'ai pas pu assister aux présentations préliminaires, hein, mais j'ai pu suivre Marie Nuget, j'ai pu suivre aussi Cher pour sa présentation. Et je pense que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire au niveau local. Parce que cette loi modèle, nous l'avions proposée pour que les États puissent un peu s'inspirer de ces modèles. Parce que dans tous les pays que nous avons dans notre région, quand même, nous avons des lois qui sont assez punitives. Et ça constitue vraiment un frein à la mise en place d'activités. Il y a beaucoup d'associations et beaucoup de structures qui veulent intervenir sur le terrain, mais qui ont encore peur de le faire. Peur pas pour leur propre sécurité, hein, mais aussi peur même pour les consommateurs de drogue. Et nous sommes dans une situation sociale et sanitaire qui est très catastrophique. Les usagers de drogue sont très exposés. Et faire des interventions, ça va encore les exposer davantage. Parce que nous avons quand même des lois qui sont assez punitives. Ça fait beaucoup d'années que nous intervenons sur le terrain, beaucoup d'années qu'on fait des plaidoyers, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On fait des plaidoyers, mais les choses ne bougent pas encore. Et là, c'est vraiment peut-être une question que je vais poser peut-être à Marie au niveau de IDPC, mais aussi, je pense que les responsables de WADPN, bon, Christine est là, elle est membre du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour porter les choses à un autre niveau, pour que les choses vraiment qu'on sache beaucoup, parce qu'on parle, les choses ne bougent pas. Pour qu'au moins qu'on fasse le déclic. Les gens veulent intervenir, mais les gens ont peur. Parce qu'au niveau des textes, au niveau des trucs, ça ne bouge pas. Et quand le contexte n'est pas favorable, les choses ne bougent pas. Et je pense que bon, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on parle de plaidoyer? Plaidoyer, c'est bien de le dire. Mais concrètement,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses bougent? Encore une fois, merci beaucoup d'avoir permis cette occasion de discuter entre nous, parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses en face. Voilà, les choses traînent encore. C'est en 2019 qu'on a lancé cette loi, et là, on est en 2021, on est encore en train de parler de plaidoyer. Vous voyez entre-temps les dégâts qui se mettent en place. Voilà, c'était ça ma préoccupation. Comment vraiment faire pour que les choses bougent effectivement dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Idrissa. Marie, vous voulez aborder ça? Oui, merci beaucoup pour la question. Évidemment, c'est une question qui est hyper difficile à répondre parce que je n'ai pas vraiment de réponse. C'est des situations auxquelles on est confronté, pas seulement en Afrique, mais partout à travers le monde. Il y a pas mal de pays qui non seulement n'ont pas bougé, mais qui sont allés dans la direction opposée de laquelle on voulait aller, par exemple les Philippines ou la Colombie, le Brésil, tout un tas de pays. Donc, je pense que de toute façon, quand on parle de plaidoyer, et il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà dit, c'est un travail de longue haleine. Et effectivement, il faut qu'on continue parce que si on arrête tout maintenant, les choses vont se détériorer d'autant plus. Mais continuer à collaborer les uns avec les autres. La raison pour laquelle l'IDPC a été créée au tout début, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est plus fort si on travaille ensemble. Donc, continuer le plaidoyer en commun, c'est très important. Essayer de tirer profit des contacts des uns et des autres. Donc, par exemple, essayer d'inviter des personnes de haut niveau politique à rencontrer les membres de votre gouvernement. C'est quelque chose qui a fonctionné dans certains pays asiatiques, par exemple en Malaisie ou ailleurs, pour parler de la décriminalisation. Il y a des mouvements dans la Malaisie, d'ailleurs, en ce moment, sur la décriminalisation, essayer de mettre ça en place au niveau national. Donc ça peut être une possibilité. On peut essayer d'aider là-dessus. Il y a la Commission mondiale sur les politiques des drogues aussi qui peut peut-être aider à se mobiliser sur le plaidoyer dans certains pays de la région. Mais effectivement, le problème des financements, il est énorme. Je pense que vous êtes tous confrontés aux pertes de financement ou à des financements qui sont de plus en plus restreints. Donc, pour nous, c'est aussi un appel aux donateurs internationaux pour continuer à financer les activités de plaidoyer en parallèle au financement des activités de prestation de services sur le terrain. Et après, autre chose qui peut être utilisée, c'est les ressources de l'ONU. Donc, le pouvoir diplomatique de l'ONU en plus des financements, donc que ce soit l'ONUDC ou que ce soit les instruments de droits humains. Donc, par exemple, le groupe de travail sur les détentions arbitraires vient de publier un nouveau rapport sur les détentions arbitraires liées aux politiques des drogues qui est excellent. Pour le moment, il n'est qu'en anglais malheureusement, mais je mettrai le lien sur le chat dans une minute. Et les membres du groupe de travail sont vraiment très motivés pour pouvoir présenter leur rapport auprès des gouvernements, auprès de la société civile, etc. Donc, ça peut être aussi une façon de soutenir les efforts de plaidoyer et puis d'appuyer certains points en plus avec des efforts diplomatiques, etc. Donc, Idrissa, je sais que ce n'est pas forcément une réponse magique, mais c'est certains éléments qui, j'espère, pourront être utiles. OK, merci Marie. OK, Madame Christine. Oui, Samuel. C'est vrai que je suis de la Commission Ouest africaine et également C'est Christine Andrade ou Christine Caffin? Je ne comprends pas ça là. Apparemment, il y a deux Christine. Hein? OK. D'accord. Désolé. C'est Christina Andrade, s'il vous plaît. Madame Christine. OK. I'm sorry, Christina. I'm wet. OK. Bon dia. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis à l'attention. Je félicite l'initiative et je vous remercie pour cette opportunité. Moi, je suis Christine Andrade. Je fais la coordination du programme de l'ONUDC au Cap-Vert pour dire que c'est intéressant
Christina, vous êtes là? Problématique des drogues et la dépendance comme une... En effet, ces problèmes font partie aussi, il faut reconnaître. Allô, Christina? On vous attend. On vous n'entend pas. On vous entend pas. OK. Il semble que Madame Christine a un problème avec son connexion. Donc, je vais passer la parole à Raymond Adadjiso. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Merci à tous les intervenants. Pendant que Madame Christine Kafango réagissait suite à l'intervention, j'ai oublié le nom du monsieur qui a suivi après, se basant sur l'expérience du Mali, sur la difficulté d'adresser ce plaidoyer, est-ce que aussi nous ne sommes pas confrontés à un problème de capacitation des communautés concernées? Je veux dire les communautés... Pardon, je pense que j'ai perdu, j'ai déjà reconnecté. Je veux dire ma question, on fait comment? Oui, s'il vous plaît. Madame Christine, Raymond, la parole est à Raymond maintenant. Raymond est en train de poser... Okay. La réflexion que je voulais partager, c'est peut-être la présentation du Mali ou le présentateur qui a exposé le cas sur le Mali pourrait nous éclairer là-dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de capacitation des communautés concernées? Parce que les expériences avec les autres groupes des groupes de population clés, quand on prend les HSH ou les professionnels de CES aussi, sur les questions de plaidoyer, nous avons vu qu'il y a eu très peu d'avancées quand les communautés même ne s'appropriaient pas ces initiatives de plaidoyer. Est-ce que nous n'avons pas aussi un problème de capacitation sur ces communautés en matière d'organisation, de formalisation et de compétences aussi pour être à côté des autres organisations pour assurer ce plaidoyer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Oui, Madame Christiana Andrade, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je pense que j'ai eu problème de réseau à niveau local. Et pour réitérer mes félicitations pour cette initiative et remercier l'invitation, il faut reconnaître que la Convention des Nations Unies sur les drogues reconnu la consommation problématique des drogues et la dépendance comme une maladie, ça c'est très important. Moi, je représente l'ONUDC au niveau du système des Nations Unies au Cap-Vert. Pour nous, il est fondamental que la loi choisie dans notre continent africain tienne en compte la réalité de la région, ça c'est très important. Toute mesure politique concernant les drogues et la toxicomanie doit tenir en compte la réalité locale et notamment la santé des jeunes et des enfants. Ça, c'est crucial. La loi, dans notre avis, basée sur notre expérience aussi au Cap-Vert, doit être soutenue pour les conditions de soins et de prise en charge. Pour nous, ça c'est très important de possibiliter les conditions pour assurer les soins et prise en charge des enfants, des jeunes avec les problèmes de toxicomanie. Il faut aussi dire qu'au niveau d'Afrique occidentale, il faut investir dans la réponse en termes de prise en charge et de
de soins de la maladie de toxicomanie. Dans le cadre de la politique de l'approche, d'assurer l'approche intégrée, multisectorielle et balancée sur la drogue. C'est-à-dire que les évidences sont claires pour dire que la prévention de VIH-Sida passe nécessairement pour l'amélioration des réponses en matière de soins et de prise en charge des toxicomanies, et basée sur la réalité locale. Comme exemple, pour finaliser ma intervention, vous savez qu'au Cap-Vert, la drogue dure que passe pour le Cap-Vert, c'est la cocaïne. Et certaines quantités de ces drogues restent sur place. La drogue dure plus utilisée, c'est le crack. Et vous connaissez l'effet que le crack pose au niveau de la santé mentale. Ça, c'est une évidence importante pour dire que nous ne pouvons pas s'occuper de prise en charge d'une façon fragmentée avec aussi les services du système de justice pénale. Il faut avoir le dialogue nécessaire parce que la cocaïne qui passe vers l'Europe, quelques quantités restent sur place au niveau du Cap-Vert, au niveau de la région, et malheureusement, notre enfant et les jeunes font l'usage le mélange de cocaïne et ça pose le problème au niveau de santé mentale. C'est-à-dire que pour nous, l'initiative légale en termes de la drogue devrait tenir en compte l'aspect culturel, local de le profil de jeunes et des enfants au niveau du continent. Ça, c'est très important. Merci pour votre attention. Merci, Madame Christina Andrade. Madame Aida Dien, s'il vous plaît. Madame Aida Dien. Vous avez la parole, Madame Aida. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier de m'avoir convié à ce webinaire, et spécialement à tous les présentateurs qui sont passés sur la loi type. En fait, moi, je me pose des questions, hein, sincèrement, en tant qu'actrice principale dans le milieu de la drogue. Donc, ce que je voudrais savoir en premier, c'est quel sera l'impact de la loi type sur les réformes en matière des politiques de drogue. Ça, c'est ma première question, en fait. Et après, cependant, les politiques de drogue, ce sont les aspects liés à l'usage de différentes drogues. Nous aimerions savoir quelles sont les sanctions prévues pour l'usage, comment le pays traite les usagers, si toutes les structures appelées à la rescousse sont bien mises en contribution pour ne pas faire du tout répressif. Beaucoup de pays n'ont pas d'alternative. Est-ce que la RD est autorisée et appliquée dans tous les pays? Est-ce qu'elle a été introduite? Est-ce que les anciennes politiques ont fait leur bilan de leur preuve d'efficacité et ou d'inefficacité? Est-ce que réellement nos pays ont amorcé le changement sur les politiques en matière de différentes drogues? Voilà, ce sont les questions que je me pose tout le temps, moi, en tant qu'actrice. Et j'aimerais bien y trouver des réponses. J'ai tout suivi sur la loi type et tout ça. Mais est-ce que ça va impacter réellement sur nous en tant que consommatrices? Je rappelle que je suis la présidente de Femmes Engagées, qui est une association de femmes CDI. Donc, c'est pour ça que nous posons ces questions-là constamment. Je vous remercie. Merci, Madame Aida Diène. Marie? Oui, Marie. Merci beaucoup, Aida, pour cette question. Il y a plusieurs documents qui peuvent être utiles pour avoir des informations sur ces questions. J'ai déjà mis dans le chat, je peux le remettre, un document qu'on a produit il y a
quelques années, mais bon, il y a pas trop longtemps, mais qui fait une étude des lois sur les drogues dans la région et qui permet de voir, par exemple, quelles sont les sanctions pour consommation de drogue et tout ça. Donc, ça peut vous aider à avoir des informations là-dessus. Pour ce qui est de la RDR, c'est mieux de regarder le rapport mondial sur la réduction des risques qui est produit par une organisation qui s'appelle Harm Reduction International. Ils font ça par région, donc vous aurez les informations sur l'Afrique, le continent africain. Ce rapport, malheureusement, il n'est qu'en anglais, mais au début de chaque section, vous avez un tableau qui permet de résumer et voir de manière super claire quel pays, par exemple, a des services méthadone, quel pays a des services de partage de seringues, etc. Donc, je vais aussi mettre le lien sur le chat. J'espère que ça sera utile. Et après, il y a pas mal d'organisations dans la région aussi qui font leur travail au niveau national. Donc, ce serait super si vous pouviez, si vous avez ce genre d'études, si vous pouvez les mettre dans le chat. Comme ça permet aux autres de savoir ce qui existe déjà en tant que recherche. OK, d'accord. Merci, Marie. Madame Christine Kafando, maintenant. Madame Christine? Oui, Samuel, excuse-moi, je vois un doigt qui est levé. Comme la personne n'a pas encore parlé, peut-être elle parle et puis après, je reviendrai. D'accord. D'accord. Donc, Mohamed Diop. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis socio-anthropologue. Je travaille au centre de recherche, centre de recherche et de formation à la prise en charge, et au centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, dirigé par le professeur Idriss Ba. Donc, en fait, moi, j'aimerais juste interpeller une question fondamentale que je n'ai pas trouvé en fait dans l'article. C'est la dimension recherche, en fait. Donc, parce que je me dis que pour mener à bien un bon plaidoyer, il faut des données des données factuelles sur les drogues, sur les usages, sur les perceptions populaires. Et par rapport également à ce qu'on peut dire, par exemple, dans le cadre de plaidoyer, donc il y a aussi il faudra faire juste un retour, c'est-à-dire de savoir que donc l'usage, même l'image qu'on a des usages de drogue, c'est construit socialement en quelque sorte. Donc à travers surtout les médias qui ont servi de support. Et au Sénégal, nous avons une ONG RAES, je sais pas, il est impliquée dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Le RAES, donc réseau africain, c'est le réseau africain pour l'éducation et la santé. Donc, il a travaillé beaucoup sur le plaidoyer, donc dans une perspective de réduction des risques et également aussi pour changer les perspectives sur la loi. Donc, ils ont mis en œuvre un film de naissance, donc qui fait le parcours d'un consommateur de drogue, donc qui a parcouru le parcours de consommation jusqu'à être dans un centre de prise en charge sur l'addiction. Et ils ont également organisé des animations culturelles, à savoir des ciné-clubs, qui ont conclu quelque part à un changement de perspective, à un changement de regard, surtout sur les consommateurs de drogue. Je pense que c'est des outils qu'on peut mobiliser dans le plaidoyer pour essayer de changer les perspectives par rapport à la loi dans nos pays africains. Merci beaucoup. J'espère que je suis clair. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Oui, Madame Christine Kafando maintenant. Voilà, merci beaucoup, Samuel. Mais en écoutant les uns les autres, et Idrissa l'a bien dit dans son intervention, il y a longtemps qu'on parle de plaidoyer. Le plaidoyer, on le fait. C'est vrai que la Commission ouest-africaine a travaillé à élaborer tout ça. Nous faisons tous partie de ça. Mais peut-être que ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Et je me dis qu'après cette rencontre, Samuel, j'aimerais qu'on puisse avoir une rencontre avec la Commission ouest-africaine pour voir dans quelle mesure le suivi de ce plaidoyer-là doit être fait. Parce que c'est vrai que c'est des chefs d'État qui se sont engagés pour faire ce travail. Et dans plusieurs de nos pays, beaucoup de chefs d'État sont partis. Et ce plaidoyer est souvent remis à la base, c'est-à-dire carrément remis dans les dossiers à peut-être éjecter. Ce serait peut-être intéressant qu'on travaille à suivre ce qu'on a fait dans les pays et voir à quel niveau on est. Parce que moi, je suis d'accord qu'il y ait des financements, mais pas du saupoudrage. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si on travaille dans un pays, on finance carrément un pays pour montrer des modèles pour et tout, pour moi, la drogue, c'est comme le Covid, hein, ça part rapidement et ça contamine facilement. Donc, du coup, on serait en train de tourner en boucle. Et je pense qu'on doit pouvoir suivre le travail que la Commission ouest-africaine avait commencé et avait eu l'adhésion
de toutes les parties prenantes des pays, des hauts responsables du haut niveau dans notre sous-région. Depuis qu'on a fait le lancement, depuis que le tour a été fait, je ne pense pas qu'il y ait des suivis. Les points focaux essaient de faire de leur mieux dans le pays, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui ne suivent pas. Et quand ça ne suit pas, finalement, ça devient lassant. Donc, comment on souhaiterait vraiment mener ce plaidoyer? Et il faut qu'on parle de la société civile. La société civile est très engagée, est très mobilisée, mais elle est limitée dans ses actions. Et j'étais très contente que le monsieur qui a parlé de renforcer les capacités des CDI, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et pouvoir aller avec nous au plaidoyer. Vous voyez, il faut qu'eux-mêmes s'expriment, il faut qu'eux-mêmes disent les choses, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité, parmi les usagers de drogue, de prendre le lead et aller de l'avant. Mais on ne travaille pas à cette émergence-là. Il va falloir qu'on travaille à cette émergence-là. Et pour finir, je dirais simplement qu'il va falloir également qu'on nous facilite le travail. Je pense particulièrement peut-être au président de la Commission ouest-africaine, le président du WADPN, peut-être d'envoyer des correspondances, comme en son temps Obasanjo avait fait au chef d'État africain, pour demander le passage des acteurs de la société civile, les recevoir et d'écouter leurs paroles. Parce que ici, quand on fait de façon individuelle par pays, bon, souvent, vous savez que les questions de drogue, c'est toujours voilà, des bandits, des voleurs, des délinquants. Donc, bon, on n'a pas le temps, on est mis au second plan. Donc, si souvent les collègues qui sont présidents de la Commission ouest-africaine et autres envoient des instructions, moi, j'ai été reçu par mon président parce que le président Obasanjo a envoyé une correspondance. Mais ça n'a pas duré et puis bon, on l'a éjecté, il est parti. Donc, vous voyez, celui qui est là, bon, je n'ai pas encore fait la démarche, mais ce ne serait pas la même chose que si la Commission ouest-africaine en tête avec son président reboostait encore les activités pour rappeler. La CEDEAO est là, l'Union européenne est là. Je pense qu'il y a plein d'institutions qui peuvent nous aider à faire avancer les choses. C'est des idées. Mais souvent, nous n'avons pas la capacité, ni les... Pas qu'on n'a pas les compétences, on a les compétences, mais il y a des blocages. Il y a trop de salamalek pour pouvoir les atteindre. Donc, on a besoin d'un coup de main pour booster ce travail-là. C'est un travail noble, mais j'ai l'impression qu'on démarre, paf, on dort, on se réveille, on continue, on redort encore, on se réveille, on continue. Bon, ça, c'est un travail qui va marcher à pas de tortue et ce n'est pas ce qu'on souhaiterait. Et vous savez que la question des drogues, c'est très délicat dans nos pays. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé carrément, fais attention à toi, fais attention à toi. Moi, je ne suis pas en train de chasser des délinquants ou des trucs, mais je veux qu'on réforme seulement les lois dans mon pays. Voilà. Et pour que tout le monde ait accès aux soins et les mêmes droits. Maintenant, si je suis menacé, je fais quoi? Donc, il va falloir qu'on revoie tout ça, qu'on retravaille pour la protection même de tous ceux qui sont autour de ces questions-là dans nos pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais comme j'ai dit, Samuel, il faut qu'on ait un travail avec la Commission ouest-africaine et le WADPN en interne, et puis on essaie de réfléchir à ça, quitte à élargir peut-être à certains spécialistes pour nous permettre de réorienter un peu notre façon de faire. Merci. Merci, Madame Christine. C'est bien noté. Le WADP et peut-être l'IDPC considéreront une réunion de suivi avec la commission. Merci, Madame Christine. Sankara? Sankara, vous êtes là? Augustina. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Allô, Sankara? Ok, Monsieur Charles Sommet, ou bien, oui. Monsieur Sankara, son micro est fermé. Ok, Monsieur Sankara, vous êtes là?
OK, Sommet, allez-y. Après vous, on va recevoir Monsieur Sankara. En complémentarité de ce que Christine vient de dire, je dirais aussi il ne faut pas perdre de vue que dans la plupart de nos pays ouest-africains, nous avons hérité des lois qui datent de l'époque coloniale, donc qui sont très influencées par les conventions des Nations Unies. Donc, je pense que c'est l'occasion et l'opportunité aussi, et Marie est en ligne, de voir comment on se mobilise pour le plaidoyer de haut niveau, surtout à Vienne, pour influencer ces trois conventions. Parce que, à quelque part, ce sont des conventions plus ou moins contraignantes qui peut amener nos États vraiment à légiférer vers une réforme vraiment plus équilibrée. Sans quoi, si on n'agit pas à ce niveau, au niveau international, dans les plaidoyers de haut niveau, si on n'agit pas au sein du groupe africain, surtout à Vienne, j'ai peur qu'au niveau pays, nous puissions véritablement avancer parce que nous n'avons pas de volonté, de réelle volonté politique en tant que telle dans nos États. Il faut des hommes politiques forts, engagés avec tout ce qu'il y a comme impact, Christine l'a si bien pointé du doigt, avec risque de violation des droits humains pour les activistes, pour les plaideurs, etc., etc. Donc, il faut agir, de mon point de vue, sur les deux tableaux, au niveau international, mais aussi s'appuyer sur une réelle volonté politique pour que voilà, nos législateurs là, puissent amorcer ce processus de réforme dans nos pays. Sinon, sans quoi, la loi type sur laquelle nous avons tous contribué à travailler là-dessus, elle n'est pas contraignante. Voilà, c'est un instrument, c'est un outil politique, un outil de plaidoyer plutôt, mais elle n'est pas contraignante en tant que telle. Pour que nous puissions avancer, il nous faut véritablement, de mon point de vue, mettre la pression sur le groupe africain à Vienne pour qu'ils puissent, parce que c'est les diplomates qui nous représentent là-bas, la société civile, Marie est là, nous sommes très faibles, nous n'avons pas assez de voix, nous ne sommes pas suffisamment entendus au sein du groupe africain. S'il n'y a pas une position commune, tout ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. Je vous remercie. Merci, monsieur Charles Sommet, ou bien, désolé. Oui, monsieur Sankara. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sankara. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité en fait à cette réunion virtuelle. Je m'appelle Sankara Augustin et je suis du Burkina Faso. En fait, nous sommes dans une association qui s'appelle Tezabati et on est intéressé par ces questions de drogue et on a eu à travailler sur ces questions-là à plusieurs occasions. Mais ce que je voulais souligner, en tout cas, je voulais remercier aussi tous ceux qui ont intervenu ici. Et ce que je voulais en fait vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le constat sur le terrain, c'est qu'il y a une forte consommation en fait de drogue en fait à tous les niveaux. Et nous sommes tous concernés par ces questions de drogue là. Et maintenant, je pense que la question en fait qui a été soulignée sur les questions de moyens sont assez importantes dans la mesure où on a besoin de moyens financiers pour faire le plaidoyer d'une manière constante. Je prends l'exemple en fait de la loi, de la loi type qui avait été proposée. Effectivement, nous avons accompagné en fait le point focal au niveau du Burkina pour faire en fait le plaidoyer auprès du ministère de la Santé, en fait de l'Assemblée nationale, en fait du SPCNLS, mais jusqu'à présent, on n'a aucune information sur la suite. C'est pour vous dire qu'il y a un problème de suivi.
par rapport à ça. Et aussi, à mon avis, il faut aussi vraiment, je vais dire, soutenir les structures en fait, qui travaillent dans ce domaine-là pour encourager en fait, les consommateurs de drogue à sortir en fait, de leur, disons, de leur carcan pour se mettre au devant de l'action. Parce qu'en termes de fédéraux aussi, je pense qu'on a besoin de toutes ces personnes-là pour engager le combat réel. Sinon, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. On propose des lois, on propose en fait, je vais dire des idées, mais en même temps, si ces personnes-là ne sont pas au devant de la lutte, à mon avis, c'est un maillon qui manque dans le système. Et quelqu'un a parlé des questions de capacitation, des questions de droits de l'homme, des questions de capacitation sur les questions de loi. Ça, c'est important. Et tout ça, aujourd'hui, si les personnes qui sont concernées par les drogues ne sont pas capacitées dans ce domaine-là, ça va être assez difficile pour le travail qu'on est en train d'envisager de faire. Voilà, c'était un peu ma contribution. Merci. Merci, monsieur Sankara. S'il vous plaît, si vous voulez la parole, veuillez lever votre main. OK. Aliou Saïla, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous. Je crois qu'on est en train de discuter de quelque chose de très important pour notre région, mais nous savons la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. C'est un sujet vraiment très préoccupant et au niveau de tous les pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est avec le contexte sécuritaire, ça devient vraiment encore davantage préoccupant. Les documents, on en a besoin. Maintenant, comment passer à échelle? Je crois que ça ne peut pas être fait plus que par nous-mêmes. Nous devons être très capables d'avoir la générosité de se mettre ensemble. C'est un mouvement qui doit être créé, c'est un mouvement qui doit se lever pour qu'on aille frapper à toutes les portes. Mais cela ne peut pas aller sans martyrs. Ça, il faut se le dire. C'est comment aller au-devant des autorités, aller au-devant des populations très hostiles à la thématique et que nous ayons des stratégies communes pour pouvoir faire passer nos messages. Moi, j'attire notre attention que notre approche doit être basée sur vraiment une approche locale. Il faudrait qu'on fasse tout, qu'on arrête que c'est des directives du Nord qui descendent vers nous. C'est pourquoi nos autorités locales, nos leaders communautaires ne sont pas du tout réceptifs. Alors, avec le contexte Covid, avec l'insuffisance de moyens financiers, comment arriver à faire du plaidoyer auprès de ceux qui peuvent nous aider? Si nous ne commençons pas d'abord à décliner en langue vernaculaire les terminologies, les propos, les visions qui sont dans ces documents-là. Les documents, c'est pour les intellectuels. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous ayons une masse critique au niveau de nos communautés, dans nos familles aujourd'hui. Les enfants sont en train de faire des dépressions. La drogue se vend dans les familles vraiment autochtones, dans les familles notables. Mais les parents, personne ne se fait aveugle. Alors nous, notre rôle d'aller ouvrir les yeux de ces gens-là. Et là, en ce moment, il faudrait que nous puissions décliner en langage simple, accessible, compréhensible, nos documents explicatifs. Moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les ministres ont signé, mais je crois que c'était de la signature par, je ne sais pas par quel, je m'excuse de l'expression, c'était signé pour signer. Mais tout le monde
se rebiffent. C'est bientôt les élections et personne ne veut s'engager. Donc, nous, acteurs communautaires, jusqu'où sommes-nous prêts à être des martyrs et aller au-devant et porter la chose? On n'a pas de porteur. Donc, vraiment, on est obligé de parler, jusqu'à ce que nous trouvons le bon astuce pour aller au-devant de ceci. Nous avons des pays où il y a des centres de prise en charge. Mais in fine, quelle est la différence à part se faire la satisfaction cérébrale intellectuelle? Nous avons résolu quel problème? Ça aussi, il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de se le dire, qu'on évalue concrètement, qu'on voit comment est l'acceptabilité de ces stratégies-là dans nos politiques nationales. Bon. Voilà. En tout cas, merci pour les documents. OK. Merci, monsieur Saila. Alio Saila, vous avez tout dit. Marie. Donc, oui, dans l'absence de toute autre question, je voudrais inviter Marie pour donner des observations finales avant de terminer. Donc, je voulais juste remercier tout le monde pour votre participation, vos questions, vos commentaires. Et on est de toute façon à l'IDPC, on est disponible pour voilà, tout pour pouvoir vous aider dans vos activités de plaidoyer au niveau national ou régional. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On a une consultante dans la région, elle est anglophone, mais elle comprend quand même le français. Évidemment, moi, je reste un peu de disponibilité pour pouvoir faciliter les discussions. Mais je suis tout à fait d'accord que les discussions doivent venir de l'Afrique. Moi, je peux aider à faciliter quelques débats, etc., mais ça doit venir de la région. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si on peut aider de quelque manière que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous remettre mon email dans le chat. Et bonne continuation à tous. J'espère que les explicatifs seront utiles et on reste de toute façon en contact pour la suite. Merci beaucoup et merci Samuel pour la modération et pour avoir organisé le séminaire. Merci Marie Nogier. Monsieur Cheikh Abou Traoré, vous voulez dire quelque chose? Ok, d'accord. C'est d'abord remercier OADPN et IDPC et les autres collègues de la sous-région, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres. Je vais taire seulement certains noms. Et c'est aussi de répondre à une question. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la capacité d'intervention des bénéficiaires eux-mêmes pour pouvoir réussir ce qu'on est en train de faire? C'est tout à fait indispensable, c'est pertinent. Je crois que par rapport aux usagers de drogue eux-mêmes, il faudrait qu'on... Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont... ceux pour qui on travaille, ils vont essayer de s'autonomiser. Et donc, du coup, je crois que c'est le moment aussi pour nous, les pays qui avons pris les flambeaux, déjà d'intervenir dans ce sens, renforcer la capacité d'intervention des usagers de drogue eux-mêmes. Mais moi, je crois que c'est un processus aussi, c'est un processus long, parce que les lois dans les pays, c'est très différent. Les contextes pays diffèrent beaucoup, mais je trouve que c'est un long processus. Déjà, l'idée est là, il faut déjà commencer. Voilà, merci à tous ceux-là qui ont participé à ce forum-là. Et merci beaucoup à Samuel et bien d'autres choses à toute l'équipe de OADPN. Merci. Merci, Monsieur Cheikh. Saila, vous voulez encore la parole? Alio Saila. Non, c'est une vieille main, je pense. Bon. Excusez-moi, c'était pour vous dire juste, ne soyez pas trop pressés. Commençons et on va gagner. Monsieur Saila?
Oh, je crois que c'est le réseau. Hein? Oui. Non, c'est une vieille main, j'ai dit, Samuel. Il avait levé, il n'avait pas baissé. Bonjour, Koro Alou. Non, non, j'ai levé. Hein? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Allez-y, on vous attend. Voilà. Allez-y. Non, moi, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on recherche tout de suite les résultats. C'est un processus long. Allons-y doucement par étapes et consolidons. En tout cas, moi, je voulais dire félicitations et bravo à tous les intervenants. Et ensemble, on va relever le défi. Mon seul souci, je voulais demander, je n'ai pas entendu l'ANCS. Je n'ai pas vu l'ANCS. Je ne sais pas s'ils étaient présents ou pas. Voilà. Et que nous soyons ensemble. Merci. Merci, monsieur. OK, Madame Christine, pour finir, pour terminer. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'étais contente de retrouver les anciens, les collègues, en fait. Et je dis merci à tout le monde. Et Samuel, bravo pour ce que tu fais. Et bravo à Marie et à tous ceux qui ont parlé. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aller avec beaucoup de prudence, comme a dit Aliou, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dormir. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se lève et il faut qu'on aille de l'avant parce que la drogue, ça ne va pas doucement. Ça va très fort et c'est en train de prendre tous nos enfants dans les écoles, dans les lycées. Donc, merci à tous pour son engagement et merci et bravo encore à Samuel. On se reparle très bientôt, Samuel. D'accord. Merci, Madame Christine. Donc, alors, pour terminer, merci à tous nos panélistes, Monsieur Patrick Brenny, Son Excellence, Monsieur Pérez, Marie Nougier de IDPC et Monsieur Cheikh Aboutra Ori. Je voudrais remercier aussi WADPN et IDPC pour les efforts déployés pour réaliser ces documents explicatifs qui vont, nous en sommes convaincus, contribuer à soutenir les actions de plaidoyer en matière de politique des drogues dans toute la région. Et également, je voudrais remercier énormément l'ONUSIDA pour le soutien fourni pour faire de ces documents une réalité. Enfin, à nos participants, merci d'avoir trouvé le temps et de nous rejoindre aujourd'hui. Et nous espérons que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la loi type sur les drogues et comment vous pouvez utiliser ces documents dans vos engagements. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le chat pour trouver notre email. Oui, donc à ce point, je vous dis merci et au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, merci.